Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Lecture et compagnie. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir un auteur international et mon ancien professeur d'université, Hervé Gagnon. Je me garde cette semaine. Bonjour Hervé. Salut. Ça va bien? Ben, ça va bien, toi? Oui, écoute, j'ai plein de tes volumes et puis moi, je voulais parler de Maléfica, bien entendu. Mais avant d'en parler, j'aimerais ça qu'on retrace un petit peu ton parcours. Parce que oui, tu as enseigné, tu viens de me dire, j'ai enseigné à temps partiel à l'université. C'était pas ça qui était super important, mais pourtant, tu nous as marqué, là. On est combien de tes anciens étudiants qui te suivent sur Facebook puis qui interviennent? Et là, tu es parti de là puis tu es devenu auteur. Alors, raconte-nous un petit peu ton cheminement. Ben, il y a tellement peu de choses à dire parce que, essentiellement, j'étais en train de transformer ma thèse de doctorat en monographie, avec la conviction profonde que le monde attendait mes découvertes. J'en ai peut-être vendu 200 copies. Ma mère a dû en acheter une trentaine là-dessus. Et pendant que j'écrivais ça, mon fils était venu me dire bonne nuit, puis il avait regardé par-dessus mon épaule, puis il m'avait dit que c'était plate ce que j'écrivais. Alors j'avais dit, mais non, pas du tout. Je parle des musées à Montréal au 19e siècle, fils. Et non, mais c'est plate, fais-moi donc un roman chair de poule à la place. Ah! Et c'est de là que c'est parti. Puis j'ai écrit le premier avec son aide parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais. Et puis on l'a même signé ensemble. Son nom était sur la page couverture avec le mien. Puis, et ben c'est ça, lui est passé à autre chose, évidemment. Ça fait bien des années. Il avait 9 ans, il en a 28. Et moi, j'ai continué. J'ai jamais arrêté après parce que j'ai découvert que ça m'a confirmé que c'est ce que je voulais faire dans la vie. J'ai toujours su que je voulais écrire. J'ai écrit plein de trucs, mais j'arrivais pas à me décider à écrire de la fiction. Même si tout le monde avait remarqué que c'est ce que je devrais faire, moi, je ne le savais pas. Ah bon? Ouais. Fait que c'est une carrière, dans le fond, une découverte sur le tard. Mon prof de français de secondaire 5 m'avait dit, vous allez écrire, vous. Parce qu'on sait que quand on fait des études en histoire à l'université, on en écrit beaucoup. Hein? Je veux dire, et quand on écrit beaucoup, on écrit en thèse de maîtrise, on écrit encore plus au doctorat, puis on aime la recherche parce que je pense que tes œuvres dénotent d'une grande recherche, d'une recherche qui est pointue aussi, là. On a beaucoup de faits historiques, comme tu disais tout à l'heure. Tu t'es jamais fait prendre sur un fait historique non avéré, là. Non, parce que, ben, tu sais, oui, c'est sûr qu'on ne m'a pas attrapé, mais il y a des techniques pour se faire attraper aussi. Hein. Je veux dire, à beau mentir qui vient de loin, quand tu n'es pas sûr de... Quand tu n'as pas l'entière certitude que chaque détail est avéré, ben, tu restes un petit peu plus vague. Tu sais, juste assez pour pas te faire coincer sur, je sais pas, la couleur du pantalon ou à droite ou à gauche. Tu sais. Pour le reste, écoute, moi, j'ai toujours dit que tu peux pas sortir l'historien du romancier. Et je suis incapable de changer ce que je sais être les faits. Bon. Alors, je me suis toujours donné comme règle de conduite de remplir les vides. Il faut être réaliste. Là, on sait très peu de choses du passé. On connaît les grands moments, les grands événements. On connaît le mode de vie général. Mais qu'est-ce qu'on sait de ce que le cardinal de Richelieu a fait telle date précise en 1637? Qu'est-ce qu'il a mangé ce matin-là? Ben voilà, tu sais. Alors ça, je peux le remplir. Puis c'est souvent là que je construis mes intrigues. C'est dans ces flous-là que l'histoire nous laisse. Tu as commencé, par contre, c'est ça, par de la littérature jeunesse. Et, à cause de Fiston. À cause de Fiston. Oui. Et tu as quand même publié beaucoup de romans jeunesse, là. J'en ai commis quelques-uns, oui. Oui, dont Cap aux esprits. Puis là, je veux absolument le mentionner parce que il vient d'être réédité. Ça fait quand même un petit bout, là, je me souviens. Je l'avais écrit sur un post-it ce matin. Ah, bon, vas-tu 12 ans? Ouais. Dans le domaine de la littérature, c'est quand même quelques années. Il fait une très belle carrière, Cap aux esprits, parce que chaque année, depuis 2007, on en vendait à peu près 1000 copies par année. Ah, encore, c'est un livre qui fait la joie des enseignants dans les écoles. Parce que semble-t-il qu'il fait lire les gars. Ah. Ce qui, me dit-on, est un peu la croix et la bannière au secondaire. Alors que moi, quand je vais dans les écoles, oui, c'est sûr que tu tombes sur l'ado volontairement blasé, là, parce que c'est chic de l'être à cet âge-là, mais
moi, j'en vois des jeunes lecteurs aussi, puis j'en vois plein dans les salons du livre, puis des 15-16 ans qui vont lire Maléfica, ou qui vont lire oui. Damné, ou qui vont Oui. lire Vérité, ou Oui, il y en oui. a plein, là. Oui. Ils me suivent, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est un livre qui vit bien. Et là, bon, finalement, j'ai fini par récupérer les droits, puis Oui, c'est ça. Québec-Amérique s'est montré très intéressé, alors... Et là, on dit qu'il va être disponible à partir 22 du mai. 22 mai. Oui. Bon, écoute... Plus quelques jours pour que les libraires ouvrent les boîtes. Habituellement, Alors, il faut 2-3 jours de plus. On là, va mais bon. aviser notre magnifique librairie ici à Thetford Mines d'aller se procurer des exemplaires de Cap aux Esprits parce que ça a l'air que ta fille, elle t'avait lancé un défi aussi lors de l'écriture de ce livre. Non, en fait, non? c'est que j'aimais bien faire des peurs à mon fils. Mon fils était très facile à effrayer. Ah, Et bon, il faut dire quand même que je montais des scénarios assez spectaculaires. Hein. Mais ma fille, j'avais de la misère à y faire peur. Puis finalement, le Cap aux Esprits se déroule dans ma maison, dans la maison qu'on habitait à l'époque. OK, donc c'est parce que tu voulais lui faire Ouais, peur, ouais, c'est ouais, pas ouais. elle qui te l'avait demandé. Et les pires scènes se déroulent dans sa chambre. Ah! Ouais, ouais. Elle n'avait pas aimé ça. Elle n'avait pas aimé Non, ça. finalement, elle n'avait pas trop aimé ça. Donc, c'est réédité, ça va être le fun, ça. On va demander justement, on a un jeune chroniqueur qui vient ici dans l'émission Lecture et compagnie. On va lui demander de nous faire une chronique. Bon. On te fera parvenir ça. Mais justement, quand on parle de Maléfica, je veux dire, ça, c'est mon coup de cœur Hervé Gagnon à vie. Là, je vais le montrer à l'écran, là. Malheureusement, il n'est plus disponible. Le tome 1 n'est plus disponible papier. Mais nous, on est chanceux, comme je te disais tout à l'heure, avec notre librairie L'Écuyer. On va sur le site web de la librairie. Le numérique est toujours disponible. C'est ce qu'on me dit, oui. Puis j'ai toujours bon espoir que le tome 1 soit réédité éventuellement. Oui, là. Ça serait le fun parce que c'est 3 tomes Maléfica. Et moi, quand j'ai lu le premier, j'étais essoufflée dans ma lecture tellement c'est trépidant, tellement il y a beaucoup d'action. Puis là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit que ça continue encore dans le deuxième et encore. Et là, j'ai dit le troisième. J'ai dit, tu sais, il y a toujours un tome un peu moins... Tu sais, là, c'est comme les Indiana Jones. Hein? On dit toujours que le deuxième est moins bon que les... Ça n'a pas arrêté. Puis quand j'ai eu terminé le troisième, puis j'ai dit, bon, ben c'est fini, j'ai comme eu une dépresse, là, tu sais, parce que je dis, ça se peut pas que ça finisse là. Faut que... Alors... Là, tu me disais que c'était issu, dans le fond, de ta thèse de doctorat, que c'était un thème que tu connaissais très bien, mais ça parle de la chasse aux sorcières, dans le fond, Moyen-Âge. Entre autres, ouais, disons que la toile de fond, la trame de fond, Oui. c'est la chasse aux sorcières. Mais évidemment, si on n'avait fait que ça, il n'y aurait pas eu 3 tomes à faire avec ça, pour être réaliste. Là. Ce qui était intéressant, c'était davantage le secret dont la principale protagoniste se retrouvait dépositaire sans vraiment l'avoir souhaité. C'est ça. Et ben, au lieu de, poursuivis par les mousquetaires du cardinal Richelieu. Mousquetaires du roi, les gens du Vatican et le fameux inquisiteur, dont j'ai oublié le nom, qui est pourtant un des personnages les plus détestables que j'ai jamais écrit. Guy de Maussac. C'est ça, c'est lui. Oui. Et on parle aussi de tout ce qui est... torture, chasse aux sorcières, bûcher, et ainsi de suite. Et ça, ça fait... Oui, effectivement. Et pour avoir un souvenir d'une présentation que tu avais faite dans une polyvalente de la région, ça a beaucoup fasciné les jeunes. Bien, tu sais, je veux dire, l'être humain est fasciné par tout ce qui est un peu, tordu, hein, je veux dire. Puis il n'y a pas grand-chose de plus tordu que la chasse aux sorcières, où on torturait des femmes jusqu'à temps qu'elles admettent qu'elles participaient au sabbat des sorcières une fois par mois au sommet d'une montagne, après s'être envolées jusque-là en enfourchant leur balai enduit de graisse de bébé, pour y participer à des orgies, des messes noires, puis copuler avec Satan. Si demain matin je t'attrape, je te dis, avoue ça, tu vas répondre quoi? Pardon? Mais si je te fais assez mal, tu vas finir par dire oui, je l'ai fait. Exactement. Ben, voilà. Et c'est ça qui est à la fois horrible et fascinant, parce que l'être humain a démontré à travers l'histoire qu'il avait beaucoup plus de facilité à être méchant envers son prochain qu'à être bon. Et ça, c'est une question qui me turlupine. Moi, la notion du bien et du mal me turlupine profondément. Parce que j'ai du mal à accepter que le mal est inné. Je veux dire, on les fabrique, les gens mauvais. En tout cas, tu en as fabriqué un joyeux, oui, c'est ça. Tu en as fabriqué
un paquet, mais c'est qui disait l'homme est un loup pour l'homme? C'est-tu Rousseau, ça? Ah, puis il y en a plusieurs qui l'ont. Non, ça remonte à bien avant ça. Moi, je l'ai en latin quelque part dans un de mes livres, cette citation-là. Bon, alors, comme de quoi que la nature humaine n'aura peut-être pas lupus, changé. Lupus hominem, mettre quelque chose, je me rappelle plus quoi, là. Et ce qui est formidable aussi dans Maléfica, c'est que c'est un magnifique personnage féminin. Oui. C'est vraiment mon seul personnage féminin principal. Ben oui, effectivement. De tout ce que j'ai écrit, parce que je suis un gars, puis c'est plus facile pour moi d'écrire des gars que des filles. Bon, mais c'est un magnifique personnage, une femme qui est forte, qui se tient debout, puis qui a d'affaires à courir vite aussi. Oui, puis elle a du caractère. Effectivement. Elle n'a pas de mal à sacrer un coup d'épée sur la canisse d'un chevalier. Là. En tout cas, moi, ça a été mon coup de cœur. Je vais dire que je les ai pratiquement tous lus. Je n'ai pas lu les 2 derniers, La Flamme, là. Mais Ni Vérité qui vient de sortir, mais ça, là, ça a été mon coup de cœur, Hervé Gagnon. Voilà. Alors, c'est les 2, c'est 3 exemplaires. On a Maléfica, donc La Voix royale, La Voix du sang, puis le premier, je me souviens plus c'était quoi, là. Je les ai dans ma tablette, moi. Je les ai lus de façon numérique. La Voix du livre, le premier. Et par la suite, il y a eu aussi Le Talisman de Nergal, Damnée. Damnée, j'aimerais ça qu'on en parle aussi parce que, je veux dire, c'est pas super récent, c'est plusieurs volumes. C'est 4 tomes. C'est 2011 à 2009, je 2011, les ai pas, là, 2011, 2012, quelque chose sont, comme ça, ouais. Et oui, mais Damnée, écoute, Damnée, c'est ce qui m'a, entre guillemets, mis sur la map. C'était pas prévu comme ça. Des fois, il y a des livres qui, pour toutes sortes de raisons qu'on s'explique mal, arrivent au bon moment, je pense. Là. Et Damnée, ici au Québec, il marchait bien. Il marchait de manière tout à fait satisfaisante. Et puis, mon éditeur de l'époque en était très content, je pense. Là, mais il est arrivé une séquence d'événements plus ou moins aléatoires. Le fondateur, le président d'Hugo et compagnie en France a croisé le kiosque de mon éditeur dans je ne sais pas quelle foire d'éditeurs. Je pense que c'était à Bologne. Il a été accroché par la couverture du premier tome. Il a dit « Ah ben tiens, je le lirai peut-être. » Et il l'a lu, puis le soir, il dit « Tu peux-tu avoir le deuxième? » Le lendemain, « Tu peux-tu avoir le troisième puis le quatrième? » Et le contrat s'est signé en quelques jours. C'était le coup de cœur carrément Duc de Saint-Vincent, qui est décédé d'ailleurs assez récemment. Donc, c'est Damnée, dans le fond, qui a commencé, qui a été la pierre angulaire, dans le fond, de cette carrière internationale. Ben, écoute, on avait vendu à peu près 20 000, 25 000 copies ici, ce qui était bien, là, on s'en plaint pas. Au Québec, c'est bon. Mais si tu ajoutes la France à ça, on est à 165 000 présentement, quelque chose comme ça. Et il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook pour me dire, ça fait 8 fois que je l'ai donné, quand est-ce que sort la suite, puis je m'évertuais à dire à tout le monde, mais il n'y en aura pas de suite, le gars, il est mort. Tu t'es fait prendre, je pense, hein? Bien, parce que je voulais pas détruire quelqu'un pour faire une suite. Puis je l'ai pas fait, il faut se respecter quand même, Il ne faut pas fabriquer des produits de consommation, il faut écrire des livres. Et moi, dans ma tête, c'est très clair, c'était fini, désolé, mais c'est ça, tu sais. Puis, quand Hugo s'est installé à Montréal, ils ont installé une... ça, c'est l'éditeur, Hugo. C'est ça, oui. Quand Hugo et compagnie ont installé une succursale à Montréal, qui est devenue Hugo Québec, ils m'ont contacté en disant, écoute, t'es aussi notre auteur, parce que nous, tes livres, c'est nous qui les faisons en France. Ils ont fait Damnée, ils ont fait Maléfica, et puis ils attendaient le suivant. Alors, c'est Maléfica aussi, c'est oui, chez Maléfica Hugo? est sorti chez Hugo aussi, oui. OK. Ouais. Et, c'est ça, là, ils m'ont demandé, écoute, on voudrait que tu écrives directement chez nous. T'aurais-tu une idée? Et puis, entre-temps, moi, j'avais comme eu ce flash, entre-temps, j'avais commencé à me gratter la tête sur un synopsis que j'avais écrit à l'époque pour un autre éditeur, puis finalement, on avait décidé d'un commun accord de ne pas le faire. L'éditeur le voyait pas trop, puis moi, je savais plutôt où j'allais, bon. Fait qu'on avait oublié ça, et je m'étais mis à rejouer avec, en disant, qu'est-ce que je voulais faire? Quelque chose que j'ai pas compris, tu sais. J'ai sorti quelque chose, c'est bon, mais ça marche pas. Comment ça se fait? Hein? Et là, j'ai eu un flash quand je me rappelle, j'étais là-dedans, puis j'étais en train en parallèle de lire un truc sur l'ésotérisme nazi. Et oui, j'ai des lectures de chevet comme ça. Oui. Et non, mais il faut toujours s'enseigner. Hein. Je veux dire, on est toujours aussi créatif que ce qu'on a lu de plus récent. Et je suis tombé sur une scène où Otto Rahn, qui était un Obermeisterführer des SS, et meurt de froid dans les Pyrénées en train de chercher le Graal, après avoir écrit deux
deux soi-disant monographies tout à fait délirantes, selon lesquelles les Qatars conservaient un précieux secret qui était le Graal. Il y en a certains dans ce gang-là qui en fumaient du bon, comme on dit. Non, en fait, lui disait simplement ce qu'Himmler voulait bien entendre, parce qu'il voulait rester parmi les nazis, même s'il était homosexuel, puis qu'on essayait de regarder à côté parce qu'il était utile. Et alors, il a produit les livres qu'Himmler voulait entendre, même si, dans le fond, je pense qu'il n'y croyait pas tellement. Puis il a fini par mourir de froid. On l'aurait suicidé, semble-t-il. Ah, avec un peu d'aide. Oui, justement, pour les raisons que je viens de mentionner, semble-t-il qu'on aurait fini par plus regarder à côté. Et quand j'ai vu cette scène-là, tout s'est mis en place. J'ai dit, OK, moi, je le sais ce qu'il cherchait. Et là, tout d'un coup, on repart dans l'univers de Danny, mais 700 ans plus tard, en septembre 1939, juste avant la guerre. Bon, déjà, l'expansion de l'Allemagne est commencée, mais dans le sud de la France, on est encore assez loin de ça. Et on regarde plus du côté de l'Espagne, dans ce coin-là du pays. Et puis, c'est ça, on se met à chercher ce que le personnage de Danny, Gondemar de Rossal, avait caché à la fin du 4e tome. Mais Danny, c'est toujours disponible. Ah oui, tout à fait. Donc, puis il se vend encore. Oui. Il se vend encore, c'est fou. C'est 4 tomes, là. Les gens l'aiment encore. L'édition Pocket, entre autres, se vend encore bien. C'est encore partout. J'arrive de France, puis t'en trouves une série complète dans à peu près toutes les librairies. Et là, on est 700 ans plus tard avec Vérité. Ouais. Ouais. Okay. Est-ce qu'il faut lire Danny avant de lire Vérité? Non, je voulais pas faire ça, c'est malhonnête, je trouve. Okay. Il n'y a rien de pire que de dire « Hey, j'ai un nouveau livre, puis si tu veux le comprendre, il faut que tu ailles acheter les 4 d'avant. » Bon, premièrement, la majorité des gens vont faire comme moi, « Ouais, mais regarde-les dans ton livre. » Et puis, deuxièmement, je trouve ça malhonnête de ne pas le dire, puis que quelqu'un arrive au milieu et dit « Ouais, écoute, il faut que je lise l'autre avant, je comprends rien. » Alors, moi, je me suis arrangé pour que cette intrigue-là soit autonome, qu'elle se tienne debout toute seule. Il y a des allusions à l'univers de Danny parce que je ne pouvais pas ne pas faire ça à mes crinqués qui m'auraient probablement... Peut-être qu'il m'aurait attrapé dans un coin noir, m'assassiner s'il n'y avait pas eu quelques mentions de Gondemar de Rossal quelque part. Mais je voulais pas faire plus que ça. Je voulais que l'histoire se tienne d'elle-même. Et je voulais aller plus loin que Danny. Je m'étais laissé 2 portes ouvertes à la fin de Danny. Une qui était celle des familles fondatrices, dont j'avais ébauché et évoqué le rôle sans pour autant vraiment décrire ce qu'elles étaient vraiment, puis expliquer comment se faisait-il qu'ils étaient capables, comment ils se faisaient qu'ils étaient capables de superviser tout ça. Et l'autre porte que je me suis laissée, puis je dis pas que j'y arriverai pas un jour, c'est les jeunes années de Bertrand de Montbard, parce que lui aussi savait trop de choses. Il faut quand même expliquer comment il est arrivé avec Esclarmonde de Foix, à savoir moi, tout ça. Moi, je ne l'ai pas lu dans les... Dis-moi-en pas trop, là. Mais j'ai rien dit du tout. C'est du fantastique, ça, hein? Ou c'est du polar historique? C'est les deux. C'est les deux. Dans les deux cas, il y a une prémisse fantastique, c'est-à-dire que le personnage principal a fait tout ce qu'il fallait pour aller en enfer, il y a été, puis il en est revenu, avec une mission. Une fois que cette prémisse-là, que cette proposition-là est acceptée, on est fondamentalement dans le thriller historique / thriller ésotérique, comme aiment bien dire les Français. Il y a une catégorie pour ça dans les librairies en France. Thriller ésotérique. Et c'est là qu'on m'a mis, moi. Et je me rappelle que j'étais juste entre Steve Berry et Dan Brown. Ça aide un peu à promouvoir un livre. L'ego, hein? Non, c'est bon pour la promotion. Ah bon? T'as pas besoin de faire beaucoup de pub. C'est intéressant pareil. Quand les gens aiment ce genre de truc-là, et que là, bon, ils viennent de finir le Da Vinci Code, et ils attendent le prochain, puis là, bon, Steve Berry est rendu à la fin, ils viennent de le lire aussi, puis il y a moi entre les deux, c'est qui, lui? Ah, c'est un petit gars du Québec. Non, mais ça, c'était fou, parce que ça m'a pris des années à convaincre les Français que je n'étais pas français. Ah bon? Parce que... Pourtant, on te parle et tu as un accent bien québécois, tu sais? Oui, je sais. Mais dans les entrevues qui étaient essentiellement téléphoniques, immanquablement, la question revenait « Mais comment se fait-il qu'un Québécois puisse écrire comme ça sur notre histoire? » Ben oui. Et je répondais « Vous savez, jusqu'à temps que vous nous larguiez en 1763 pour quelques acres de canne à sucre, c'était mon histoire aussi. » Oui. Ah ben, j'avais pas pensé. Ben oui, effectivement. Ah ben oui, vous avez raison. Et puis, généralement, ça réglait le problème. Mais même j'arrive du Salon du Livre de Paris, et puis il y a encore quelques personnes qui sont arrivées pour faire signer Vérité, puis l'édition française de Jack. Et alors, moi, je jase toujours un petit peu avec mes lecteurs. J'aime ça prendre mon temps, puis je leur dois bien ça, un petit peu de gentillesse, puis un petit peu de mon temps. Et
il y a quelques madames, entre autres, qui... Alors, vous êtes vraiment Canadien? Oui, c'est pas québécois. Ben non, c'est pas en tout, ça. Fais semblant. Et je voyais qu'il y avait encore quelque chose comme de l'étonnement. Là, ah ben, j'en reviens pas. Ah ben. Ben, ouais. C'est même régulièrement dans les entrevues, les premières, plus maintenant. Non. Mais dans les premières, c'était toujours la même chose. C'était, alors, Comment nous lui ça se parlons fait? directement du pays des caribous. Ah, mon Dieu. Oui, il y a un petit peu de... C'était blessant, à la Non, limite? non, ou, moi, je trouvais ça drôle, regarde. Écoute, il faut commencer quelque chose. Il faut commencer d'une manière ou d'une autre, une entrevue, hein, pourquoi pas ça? Bon. Ce que je trouvais plus agaçant un peu, c'était quand on prenait la peine de me dire, avec beaucoup de gentillesse, que, vous savez, c'est vraiment très bien écrit. Ah, Et maintenant, Ah je bon. me suis laissé aller, ça vous étonne? oui. Ah ben non, pas du tout, c'est pas ce que Ah. je voulais dire. Voilà. OK. Mais il y a quelque chose, que c'était pas du tout condescendant, c'était... Je pense qu'inconsciemment, il y avait un peut-être? étonnement Oui. que le colonial écrive si bien et qu'on le comprenne. On est bien content, nous, d'avoir du colonial tu sais. qui écrit si bien. Ouais. Avant même d'année, il y a eu le talisman de Nergal. Et Ouais. ça... Mon projet de fou, ça. Ah oui, ben parle-en un petit peu. On a un petit 5 minutes encore, là. Ben, Parce que là, je retourne dans le temps, là, mais après, la semaine prochaine, tu reviens et on va parler du plus récent, là. Alors, c'est Talisman parce que de Nergal. Nergal et Damné, c'est les deux projets de... C'est deux projets qui sont sortis de l'ambition de l'innocence, je pense. Tu sais, quand tu as l'impression que tu peux tout faire. Et quand j'ai commencé Nergal, je pouvais pas imaginer le travail que ça allait me demander. C'est parce que c'est 6 tomes, hein? 6 tomes, 13 époques différentes. Et surtout, il a fallu que je détermine comment on pouvait passer d'une époque à une autre sans créer des paradoxes temporels. Je me suis tapé des traités de physique quantique pour arriver à trouver comment je pourrais me démerder avec le temps sans finir par causer la mort de mon grand-père, puis pas exister, ou me retrouver face à moi-même, puis savoir de la perspective duquel je devrais écrire. Bon. J'ai réussi, mais ça a été un travail fou, et sans compter tout le travail de recherche au niveau de la symbolique. Je partais toujours dans chaque tome de certains symboles, et il fallait que je me trouve des édifices qui portaient vraiment le symbole que je cherchais, parce que ça donnait le message laissé à mon personnage 300 ans plus tôt. Puis bon, c'était affreux, puis j'avais un rythme de travail, c'était 1 par 3 mois, là, ça n'arrêtait pas. Puis c'est toujours disponible, là, ces tomes-là? En tout cas, Ben, c'est j'en ai toujours vu des disponible, copies toutes neuves commandées dans une bibliothèque scolaire la semaine dernière. Là, Bon. ouais. Alors, dans le fond, l'essentiel de tes œuvres sont toujours disponibles. Si c'est pas en format papier, c'est en format numérique. En format numérique, maintenant, c'est dématérialisé. c'est C'est ça. disponible jusqu'à la mort, maintenant, Oui, des livres. mais c'est merveilleux parce que... Quand ils sont bons. Oui, effectivement. Quand ils Ben, sont moi, bons. je regrette pas tes œuvres que j'ai sur ma tablette parce que, justement, je peux les traîner n'importe où, n'importe quand. Puis, je veux dire, on va parler de Jack la semaine prochaine. Puis, je veux dire... tu sais, on l'a déjà lu, puis on a une demi-heure à passer dans une salle d'attente. Puis on se dit, je vais aller relire un petit bout, puis finalement, on se ramasse qu'on relit le volume au complet, tu sais. Mais Talisman de Nergal, effectivement, c'était majeur, puis c'était peut-être... c'était vraiment très ésotérique, celui-là. Là. Oui, puis ça m'a valu des beaux moments. J'étais au Salon du livre de Dieppe à l'automne dernier, en Acadie, près de Moncton. Et j'étais invité, fait que comme tous les auteurs invités, on a voulu rentabiliser ma présence en m'envoyant dans toutes sortes de trucs, et puis c'est correct, c'est à ce concert aussi, là. Et ils m'ont avisé que je participais à une soirée de poésie. Ah! Je dis, écoute, c'est parce que c'est peut-être pas le bon gars, là. C'est pas mon créneau. Non, pas vraiment. Ceux qui me connaissent le savent. Et écoute, que bon, regarde, je sais pas dire que je sais pas l'apprécier, mais j'ai aucun talent pour ça. Et ils ont dit, moi, c'est pas grave, vous lirez un extrait de vos livres. Hein? Bon. Alors, j'ai lu un extrait de mes livres, j'étais le premier. Ils se sont débarrassés de moi au départ. Ouais. Ils m'ont tassé, puis en fait, ils pouvaient avoir une belle soirée. Et là, j'ai lu un petit bout d'un truc que je pensais pas trop mal écrit, puis en m'excusant au préalable d'être là, d'exister, puis j'étais vraiment pas un poète, puis je comprenais pas trop ce que je faisais là, mais bon. Et il y en a un autre qui passe après, tonnerre d'applaudissements, il y a un jeune homme qui passe après, et lui, au lieu de commencer à lire son poème, il dit habituellement, il dit, moi, je parle pas, il dit, avant de faire une lecture publique, mais là, j'ai quelque chose à dire. Je dis, ben, il va me dire de m'en aller, tu sais. Et là, il me regarde, c'est à vous que je veux parler. Je dis, bon, OK, je suis mal pris, je suis dans le trouble. Et je vais vous dire ce que vous faites là. Moi, il dit, là, il y avait quoi, 24, 25 ans? Là? Il dit, quand j'avais 15 ans, j'étais à ça de décrocher. Il dit, puis j'étais encore en retenue.
Il dit, et il y a une prof qui était là pour la retenue, qui était plus intelligente que les autres, et au lieu de me donner des copies, elle m'a donné le premier tome du Talisman de Nergal, puis elle m'a dit, tu vas lire ça, tu vas me le résumer. Et j'avais jamais ouvert un roman de ma vie. Il dit, j'ai lu les 6 tomes d'un coup. Il dit, et 2 ans après, je m'inscrivais en lettres à l'université. Il dit, alors ce que vous faites ici, il dit que si vous n'aviez pas été ici, il dit, moi, je n'y serais pas non plus. Et Écoute, ça m'a... oui, c'est la récompense de l'écrivain. Ça, c'est ta paye. C'est ta paye. Tu Écoute, changes des Hervé, vies sans t'en rendre compte. On est, c'est pour ça que je t'ai invité pour faire 2 émissions. Je savais qu'on serait squeezé dans le temps. Donc, on a parlé de tes œuvres du passé. Maintenant, la semaine prochaine, on va parler des œuvres plus récentes. Donc, tu restes avec nous. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, on sera de retour avec Hervé Gagnon.